et les retardataires nous rejoindront en cours de webinaire. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci pour votre présence de bon matin. Bienvenue dans le webinaire de ce matin consacré donc, à la location meublée. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter deux consignes importantes ainsi que les différentes étapes de ce webinaire. Alors, tout d'abord, nous serons contraints de muter vos micros pendant l'impression de présentation. C'est pour que celle-ci soit la plus audible et la plus confortable possible. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, intervenir à la fin du webinaire pendant le créneau dédié de questions-réponses. Ensuite, à la fin de la présentation, vous allez recevoir un feedback form que nous vous demanderons de bien vouloir remplir. Voilà, il prend 1 à 2 minutes à remplir et il est très important pour nous puisqu'il nous permet de récolter vos commentaires et donc de nous améliorer de webinaire en webinaire. Euh, et vous pourrez également indiquer si vous souhaitez être contacté à la suite du webinaire et également si vous souhaitez recevoir le support de la présentation. Donc, concernant le déroulé de ce webinaire, il va durer environ 40-45 minutes et nous avons prévu ensuite 5 à 10 minutes de questions-réponses où vous pourrez prendre la parole si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat. Voilà, nous y répondrons avec grand plaisir. Donc, concernant la présentation, celle-ci sera assurée par Aurélie Caldi, associée chez Culture Patrimoine, et Clarisse Chevalier, dirigeante de Chevalier Conseil. Donc, c'est notre partenaire expert comptable. Elle est notamment experte sur le sujet de la location meublée. Et Clarisse, je vais te laisser te présenter en quelques mots et présenter Chevalier Conseil. Bonjour à tous, donc Clarisse Chevalier. Donc, il y a certaines personnes qui me connaissent déjà, mais pour les autres, je vais expliquer un peu mon cabinet. Donc, je suis expert comptable spécialisé en immobilier et notamment sur la partie location meublée. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens sur ce webinaire. Et donc, je travaille assez régulièrement avec Culture Patrimoine sur ces sujets-là. Donc, on a souhaité vous faire une petite présentation parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment sur ce sujet. Voilà. Je te laisse la main, Lucien, Julien. Ouais. Aurélie, si tu peux changer de slide. Merci beaucoup. Et je vois que nous avons certains clients avec nous lors de ce webinaire. Un petit mot peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Culture Patrimoine, c'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en family office qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Pour illustrer notre métier, nous aimons bien utiliser cette image du Sherpa patrimonial car notre but, notre objectif, c'est d'être votre interlocuteur de référence sur l'ensemble des sujets patrimoniaux euh, votre guide en fait pour vous accompagner sur ces sujets et nous faisons cela avec une technicité reconnue, une expérience, une fiabilité également dans le temps. Alors, si on devait se poser 4 questions clés sur Culture Patrimoine, je pense que ce seraient les suivantes. Quel est notre métier? Donc, c'est d'offrir des conseils patrimoniaux de mise en œuvre avec un vrai accompagnement dans la durée. Quel est notre objectif? Donc, c'est de devenir votre interlocuteur de référence sur l'ensemble de ces sujets. Et pour qui? Eh bien, pas uniquement pour les personnes ayant un revenu ou un patrimoine important, c'est également pour toute personne qui se pose une question, que ce soit sur la transmission, l'optimisation, la retraite. C'est assez large. En fait, à partir du moment où on se pose une question sur ces sujets, nous pourrons tout à fait vous accompagner. Et comment? Donc, comme je vous l'ai dit, avec technicité, expérience et fiabilité. Et je vais laisser la parole à Aurélie et Clarisse. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Donc Aurélie Caldi, co-gérante de Culture Ah. Patrimoine. Et donc je suis ravie de participer et d'animer ce webinaire avec Clarisse ce matin. Alors pour commencer ce webinaire, on va revenir un petit peu sur les fondamentaux de la location meublée pour qu'on soit sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Et ensuite, je laisserai la parole à Clarisse qui va nous parler de ce qui a déjà changé, qui a été acté, et des potentiels changements à venir avec le projet de loi de finances pour 2025. Donc, sur le régime de la location meublée, donc on parle bien d'une location d'un bien immobilier qui est loué avec des meubles. Pour pouvoir répondre à cette caractérisation de la location meublée, la liste des meubles nécessaires est disponible dans un décret qui a été publié initialement le 31 juillet 2015. C'est à opposer, on oppose la location meublée à la location vide, hein, c'est-à-dire une location sans meubles. Et donc aujourd'hui, une location meublée, c'est une activité commerciale, ça c'est un point fondamental par rapport à la location vide qui est une activité civile. Donc comme c'est une activité commerciale, vous savez tous qu'on déclare les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans la catégorie des revenus fonciers.
Donc, quand on parle de location meublée, c'est un terme qui est assez large et dans le langage courant qui va venir cibler un certain nombre de locations un petit peu différentes. Donc, vous avez bien évidemment le cas de la location d'habitation classique. Vous avez un appartement, vous louez meublé à une personne sur une longue durée, ok, comme si c'était de la location vide, sauf qu'elle est meublée. Donc, c'est ce qu'on va appeler la location longue durée. Dans la location meublée, vous avez aussi une sous-thématique que nous, on va appeler plutôt la location gérée. C'est par exemple tout ce qui va être résidence senior, maison de retraite, etc., qui rentre dans cette partie location meublée et qui est également de la location longue durée. Et puis, vous avez tout ce qu'on va appeler plutôt location courte durée dans le langage commun, qui va finalement cibler la location touristique. Une précision aussi qu'on voulait apporter ce matin, c'est que quand on parle de location meublée, on répond, nous, souvent à plutôt une formulation qui est la location meublée non professionnelle, c'est-à-dire que vous faites ça et à côté, vous avez une activité professionnelle principale, mais il est également possible d'être ce qu'on appelle LMP, loueur meublé professionnel. Et donc, pour pouvoir être loueur meublé professionnel, il faut répondre à un certain nombre de caractéristiques que j'ai remise ici, qui est de dire finalement, il faut que votre activité meublée, les recettes annuelles, donc c'est finalement le chiffre d'affaires encaissé, soit supérieur à 23 000 euros par an, et que ce 23 000 euros soit supérieur à vos autres revenus d'activité. Donc on voit que finalement, quand on est dans une pleine activité professionnelle par ailleurs, c'est assez difficile de répondre à ces caractéristiques-là. Et les conséquences quand on est loueur meublé professionnel, c'est qu'on change un petit peu de régime et donc du coup on est soumis aux cotisations sociales des indépendants. Les revenus, si on a du déficit, ce déficit peut être imputé sur le revenu global. Si mon résultat de mon activité meublée est positif, alors ces biens-là peuvent sortir de l'assiette taxable de l'IFI. Et puis je vais aussi changer de régime fiscal au niveau des plus-values. Donc, nous, ce qu'on va cibler ce matin, c'est vraiment l'allocation meublée non professionnelle. Donc, vous êtes LMNP dès lors que vous ne répondez pas aux caractéristiques qu'on a précisées précédemment. L'allocation meublée touristique, qu'est-ce que ça vise pour qu'on soit bien clair, parce qu'après on va en reparler dans les changements, c'est finalement tout ce qui est bien immobilier, un villa, appartement, studio, que vous louez à une clientèle de passage, c'est-à-dire qu'elle ne va pas y lire son domicile, sa résidence principale, et elle y effectue un séjour caractérisé par une location courte, que ce soit à la journée, à la semaine ou au mois. Et donc vous pouvez louer dans ce cadre-là votre résidence principale sous un nombre limité de jours, on va le voir après, votre résidence secondaire ou un logement que vous avez fait classer touristiquement. Donc ça, c'était pour se donner un petit peu le lexique, pour pas qu'on soit perdu tout à l'heure. Et maintenant, je vais passer à la partie fiscale. Donc sur la partie fiscale, le principe, si je suis au régime réel, qu'est-ce que c'est? C'est de dire finalement, je prends mes loyers, je déduis mes charges, je déduis mes intérêts d'emprunt. C'est ce que vous connaissez aussi sur la partie location vide. Et la spécificité de la location meublée, c'est que je vais pouvoir déduire un amortissement. Cet amortissement, c'est une charge comptable qui va venir réduire en fait ma masse imposable et qui va m'amener sur un bénéfice industriel et commercial assez proche de zéro les premières années. Donc, ça, c'est le principe de la location meublée. C'est pourquoi aujourd'hui, on a un attrait très important. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas cet amortissement-là, j'aurais un revenu imposable comme si j'étais dans la catégorie des revenus fonciers. Et à quel taux je vais être imposé? Je vais être imposé à votre tranche marginale d'imposition. Donc, la tranche marginale d'imposition la plus haute aujourd'hui, c'est 45%. Le revenu, il est aussi imposé aux prélèvements sociaux qui sont aujourd'hui 17,2. Et éventuellement, vous pouvez aussi être soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui, pour le moment, peut aller jusqu'à 4%. Donc, finalement, si je cumule ces trois taux-là, je peux avoir une imposition qui va jusqu'à 66%. Et donc, ce qu'apporte la location meublée dans le régime réel, c'est que grâce à cet amortissement qui est une charge complémentaire, ça vient écraser ma base imposable. Et souvent, les premières années, on est proche de zéro, voire en déficit. Donc ça, c'est le régime réel. Je peux avoir un régime micro, qui est un régime plus simple, c'est-à-dire que finalement, je ne vais pas forcément aller chercher les services de Clarisse. Je vais avoir un seuil, ok? Et sur ce seuil, je ne vais pas m'occuper de synthétiser l'ensemble de mes charges et de réaliser mon amortissement. Je vais juste avoir un abattement. Et après cet abattement, j'ai une assiette qui est imposable et qui sera imposable dans les mêmes conditions, c'est-à-dire tranche marginale d'imposition, prélèvements sociaux et CEHR.
La location longue durée, le seuil, c'est 77 000 euros et j'ai un abattement de 50%. Donc, mettons que j'ai un revenu de 30 000, et ben, je ne vais être imposé que sur 15 000. Quand j'ai un bien qui rentre dans la catégorie meublé de tourisme classé, c'est-à-dire que je réponds à un certain nombre de critères, le seuil, vous voyez, il est particulièrement élevé parce qu'il va jusqu'à 188 700 et j'ai un abattement qui est très intéressant à 71%. Et les meublés de tourisme non classés, ce qu'on pourrait appeler communément entre nous la location un peu Airbnb, j'ai un seuil qui est à 15 000 euros avec un abattement de 30%. Donc cet abattement-là, il était plus fort avant 2024 et il y a eu un ajustement juste avant les Jeux Olympiques. Donc ça, tout ce qu'on vient de voir sur la partie fiscale, c'est par rapport à l'impôt sur le revenu. Et puis l'autre pan de la fiscalité, c'est de dire demain, si je vends un bien qui était loué, meublé, et que je réalise une plus-value, comment va être imposée ma plus-value? Ben, quand je suis loueur meublé non professionnel, attention à cette précision, ben, je relève bien du régime des plus-values des particuliers, c'est-à-dire comme si j'avais toujours eu ce bien vide de meubles. Et donc, c'est finalement assez simple. C'est mon prix de cession moins mon prix d'acquisition qui détermine le montant de ma plus-value, sur lequel je vais être imposé au taux de 19% au titre de l'IR plus 17,2 de prélèvements sociaux. Et je bénéficie d'un abattement pour durée de détention. Okay, et que finalement, aujourd'hui, si je détiens le bien depuis plus de 30 ans, je suis complètement exonéré à la fois sur la partie impôt sur le revenu et à la fois sur les prélèvements sociaux. Et vous voyez que c'est un barème qui est dégressif. Voilà pour les petits rappels qu'on voulait faire ce matin sur la partie location meublée. Julien, est-ce qu'à ce stade, il y a des questions dans le chat qui méritent d'être reprécisées? Oui, juste une petite question. Un monsieur qui demande si les pensions de retraite, elles correspondent à des autres revenus d'activité. Euh, je ne crois pas, mais je vais laisser Clarisse nous confirmer le point, s'il te plaît. Alors, en effet, quand on est retraité, en fait, on passe en général naturellement LMP du fait que les revenus de retraite ne sont pas pris en compte. Donc, on entend bien activité au sens actif professionnel du terme. Ouais. Et donc, par exemple, mais on pourra éventuellement en reparler à la fin, et ça fait partie aussi des personnes qu'on accompagne régulièrement avec Clarisse. Il y a la situation des retraités où ça peut être effectivement touchy par rapport à ce passage LMP. Et vous pouvez aussi avoir ce cas-là si vous êtes expatrié. Que finalement, vos revenus professionnels du pays étranger ne rentrent pas en compte dans le calcul LMP français. Super, donc maintenant qu'on est clair sur un petit peu le contour de la location meublée et des règles classiques, ben maintenant on va s'intéresser à ce qui a changé, Clarisse. Alors, aujourd'hui, en fait, on a déjà eu plusieurs changements assez récents et c'est vraiment la tendance générale hein, sur la partie fiscale et réglementaire. Parce qu'il y a, là, on va parler des deux aspects. Un des aspects qui a le changé récemment et qui impacte tout, en fait, aussi bien le meublé que le non meublé d'ailleurs, c'est la partie normes énergétiques. Donc, si on voit sur le slide, là, il y a eu des règles qui ont été fixées assez strictes en fonction de la classification de votre DPE. Donc, je pense que ça, vous en avez tous entendu parler. Donc, aujourd'hui, on a, selon son classement, une interdiction ou pas de louer. Alors, c'est quand même très, très contraignant aujourd'hui pour un certain nombre de personnes. Et c'est vrai que, de manière générale, hein, si on a ces classifications, on est amené de toute façon, un jour ou l'autre, à se dire qu'il faudra faire des travaux pour résoudre cette classification. Alors moi, je mets quand même toujours un bémol à mes clients là-dessus parce que je pense qu'il ne faut pas non plus forcément s'affoler sur le sujet. La première chose, c'est que justement, ils sont en train d'assouplir un peu ces règles-là pour tout ce qui est bien en copropriété, ce qui est en général l'essentiel des biens loués. Parce qu'en effet, on est quand même soumis à des règles, enfin à des contraintes, on va dire, liées à la copropriété qui peut imposer ou pas de faire de l'isolation extérieure. Et parfois, quand on a des appartements où les espaces ne sont pas forcément adaptés à une isolation intérieure, on est quand même dans l'attente de cette isolation extérieure qui permettrait de résoudre ce sujet-là. Et il y a aussi ces deux aspects, il n'y a pas que l'isolation, il y a aussi les chaudières, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans les calculs de DPE. Donc, j'ai envie de dire, n'affolons pas forcément ne s'affolons pas forcément pour cette classification-là.
il faut quand même se mettre en ordre de marche et voir en fonction de ces biens-là où est-ce qu'on se situe pour essayer quand même de pouvoir continuer à louer, parce que c'est quand même un sujet évidemment fondamental. Maintenant, voilà, je pense que l'administration, enfin, les pouvoirs publics n'ont pas forcément intérêt à sortir complètement de la location un certain nombre de biens, surtout vu la tension en ce moment qu'il y a sur la partie locative. Donc, Pardon, excusez-moi, Clarisse, je me permets de vous couper. Aurélie, je crois que le partage d'écran, c'est décalé. on ne voit plus PowerPoint là. Ouais. Ah, je ne sais pas. Je pense que tu peux l'arrêter et le recommencer, il n'y a pas de souci. Donc, je continue quand même sur le DPE. Donc, en fait, l'idée, c'est que voilà, il y a quand même aujourd'hui des règles qui sont Parfait. dans le sens d'une amélioration des DPE qu'il faut avoir voilà, en tête. Et c'est pour ça qu'on rappelle ici les règles-là, des règles au niveau du DPE. Si vous êtes en G, c'est maintenant normalement quasiment interdit aujourd'hui de louer. Donc, il va falloir quand même faire quelque chose assez rapidement. Et les autres délais sont fixés en 2028 et 2034. Pour l'instant, elles n'ont pas été changées, les dates. Donc, on est encore sur ces dates-là. Bon, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des évolutions en fonction des changements aussi de gouvernement, etc. Voilà, donc ça, c'est un point, il faut l'avoir en tête. Maintenant, bon, il ne faut pas non plus se dire qu'on arrête tout parce que, il y a une classée G, hein. Je ne pense pas que ce soit ni l'intérêt des locataires, ni votre intérêt. Voilà, on peut continuer. Un deuxième sujet qui a aussi évolué assez récemment, donc c'est, alors, pour ceux qui connaissent, c'est le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, ça concerne un petit peu plus la partie location meublée professionnelle, mais je l'évoque quand même parce que c'était quand même un élément assez marquant pour certains de mes clients. Donc, le pacte Dutreil, ça permet d'avoir une exonération quand même significative de 75% des droits de succession. Donc, c'est quand même très important, surtout dans l'immobilier, qui est quand même une problématique assez fondamentale pour la succession. Et donc là, il y a eu une règle qui est venue en 2024 remettre les choses un peu au clair là-dessus. Et donc, tout ce qui est partie activité de gestion de patrimoine est sorti du pacte Dutreil. Donc, on ne peut plus aujourd'hui utiliser pour faire la transmission. Voilà. Je ne veux pas en m'étendre trop parce que ça ne concerne pas directement la location meublée non professionnelle. On peut continuer. Alors, un autre aspect qui est quand même très important et qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que finalement, ce n'est pas la location meublée non professionnelle elle-même qui est attaquée depuis quelques années et qui est encore attaquée aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment la partie location saisonnière. C'est cet aspect-là, c'est le Airbnb qui est vraiment dans le viseur de toutes les mairies, de toutes les administrations fiscales, etc. Parce que elle est quand même, elle change quand même beaucoup de choses d'un point de vue parc locatif et ça pose un vrai problème aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette location saisonnière qui est de plus en plus attaquée et qui va encore l'être, je pense, et c'est un peu, même pour l'avenir, ça qu'il faut aussi garder en tête. C'est-à-dire que la location longue durée, globalement, elle n'est pas si contrainte que ça. Par contre, la location saisonnière, là, on peut le voir déjà depuis 2017, il y a un changement déjà important, puisque à partir du moment où vous faites de la location saisonnière, pour plus de 23 000 euros, bon, il faut quand même faire 23 000 euros de recettes, hein, mais ça va quand même assez vite. Et ben, à partir du moment où vous avez ces 23 000 euros, vous êtes soumis aux cotisations sociales des indépendants. Donc déjà, grosse contrainte, et ça veut dire aussi pour la revente, hein, donc ça veut dire potentiellement une contrainte aussi assez forte au niveau des cotisations sociales. Donc déjà, première chose. Et ils ont encore modifié un peu les choses là-dessus par rapport à la partie micro-BIC. Parce qu'on peut voir là, sur le tourisme non classé, ça a été changé l'année dernière, hein, donc c'est assez récent. Avant, les seuils étaient identiques pour tous. On avait un seuil plus proche des 77 000. Et là, aujourd'hui, ils ont réduit à 15 000 euros pour la partie location saisonnière, le seuil pour le micro, et même l'abattement a été réduit aussi de manière assez forte. Donc, globalement, dans le viseur, c'est vraiment la location Airbnb. Donc, si vous en faites, il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, c'est vraiment ça au niveau aussi réglementaire, hein. Au niveau des mairies, il y a de plus en plus de contraintes. C'est devenu vraiment quelque chose qui est très, très mal vu dans beaucoup de secteurs, aussi bien fiscal, réglementaire que au quotidien. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la location meublée qui est attaquée, c'est la location saisonnière. Euh, si on voit sur le slide d'après, Juste Clarisse, comme ça je remonte un peu les questions au fil de l'eau. La location étudiante, tu la mets dans quelle catégorie par rapport à ce qu'on vient de dire? alors c'est ça en fait.
La location étudiante, c'est pas vraiment de la location saisonnière, c'est de la location quand même longue durée, c'est-à-dire qu'ils habitent toute l'année dans leur résidence d'étudiant. Donc on est plutôt dans une classification de location longue durée quand on est alors c'est un peu un cadre différent parce que c'est un bail commercial, il y a de la TVA, il y a d'autres sujets. Mais pour moi, c'est considéré plutôt comme de la location longue durée d'un point de vue réglementaire. Et il faut savoir encore un autre changement qui est assez récent d'ailleurs, c'est sur les codes APE. Alors, c'est les codes NAF. Quand vous créez une activité, vous avez un code NAF qui est associé à votre activité. Et ils viennent de sortir il y a quelques jours, hein, c'est encore très récent. Ils vont dissocier dans le code d'activité si c'est de la location saisonnière ou si c'est de la location longue durée. Donc, même au niveau de la classification, c'est quand même assez symbolique parce que ça veut dire aussi que derrière, ils vont pouvoir identifier tous ceux qui font la location saisonnière et aller potentiellement mettre l'accent sur ce code-là en particulier. Donc, vraiment, on sent qu'il y a ce point d'accroche qu'ils veulent avoir par rapport à la location saisonnière. Ok, super, merci. Donc, location étudiante, on est vraiment sur la location longue durée et j'imagine que c'est la même chose par rapport au bail mobilité. Alors, le My Mobilité, alors ça, c'est c'est encore un truc un peu spécifique. C'est de plus en plus utilisé, le Mobilité. En fait, il faut juste avoir en tête que la location saisonnière, c'est vraiment la location court terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose de ponctuel, c'est ce qui sort en fait votre bien de l'utilisation du courant d'un local d'habitation où vous avez vraiment votre résidence principale. Le bail mobilité, on est un peu entre les deux. On n'est pas vraiment dans la résidence principale, mais on n'est pas dans le saisonnier. On est vraiment dans un cadre un peu particulier, bon, qui est vraiment très très spécifique aujourd'hui. Il n'y en a quand même pas tant que ça qui font le bail mobilité. C'est dans le cadre normalement de personnes qui sont là juste pour un stage ou des choses comme ça. Mais on reste quand même plutôt dans le cadre de longue durée, dans l'analyse, on va dire, aujourd'hui qui est faite par l'administration, dans un cadre de location saisonnier. Ok, très clair, merci. On continue. Alors, donc là, oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Là aussi, alors pour le coup, c'est vraiment une tendance globale au niveau de toutes les mairies. Je pense à l'exemple de Bayonne où maintenant ils interdisent quasiment la location saisonnière. Maintenant, si vous avez un appartement à Bayonne avec une location saisonnière, il faut en avoir un deuxième avec de la location longue durée. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment, enfin, toutes les mairies globalement s'y mettent, hein. Même à Paris, c'est devenu aussi extrêmement contraignant. Donc, ça n'empêche pas certains de le faire quand même, hein, mais bon, c'est pas, enfin, un moment ou un autre, je pense qu'ils vont mettre les moyens parce que c'est vrai qu'il y a un vrai déficit dans le parc locatif aujourd'hui d'appartements à longue durée. C'est quand même un vrai problème pour tout ce qui est, tout ce qui est location en général. Ce qui est bien aussi pour vous si vous louez à location longue durée, parce que globalement, vous n'avez pas trop de mal pour louer, hein, en ce moment. Donc voilà, on peut continuer. Alors, maintenant, ce qui va se passer aujourd'hui, donc ça, c'est aussi, on a fini un peu les parties, on va dire, actées. Maintenant, on va aller sur les évolutions avec la loi de finances. Donc, on peut continuer. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Donc, la loi de finances, le projet de loi de finances, hein, parce qu'on est encore au stade de projet aujourd'hui, c'est important de le signaler. On a un article qui prévoit que, il faudra réintégrer les amortissements. Donc, ce qu'on a évoqué avec Aurélie tout à l'heure. Les amortissements, c'est cette fameuse ligne qui permet en général de réduire à zéro notre résultat. Et donc, l'idée, ça va être, pour les pouvoirs publics, ça va être de réintégrer ces amortissements dans le calcul de la plus-value. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre pourquoi la location meublée est aussi intéressante, c'est qu'elle a quand même deux effets qui se coulent. Le premier, on n'a pas d'impôt pendant la vie de la location meublée et on a un deuxième avantage à la sortie, puisqu'on n'est même pas imposé sur les amortissements qu'on a déduits pendant la vie de la location meublée. Donc, c'est vrai que c'est quand même tout bénef et bon, c'était peut-être un peu excessif d'un point de vue fiscale, en tout cas au vu de ce qu'on modifie aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils viennent remettre en question. Donc, ils ne vont pas modifier ce qui va se passer pendant la vie de la location meublée, mais a priori, ils veulent remettre en question un peu la sortie en réintégrant les amortissements. Donc, ce projet de loi, il prévoit donc de modifier donc la plus-value. Alors, la date, ça serait applicable qu'à partir du 1er janvier 2025. C'est-à-dire que ça ne concerne que les ventes après le 1er janvier, mais bon, c'est bientôt. Maintenant, il faut bien avoir aussi en tête que là, on est dans un projet et on va le voir dans le slide suivant.
Voilà. Donc là, dans le slide suivant, je vais justement marquer un peu le calcul, enfin, qu'est-ce que ça a comme impact d'un point de vue chiffre. Comme ça, on se rend aussi un peu plus compte de ce que ça va engendrer. Là, j'ai pris un exemple basique, on va dire, sur un appartement à Paris de 500 000 euros qu'on a réacheté au 1er janvier 2020. Il est loué 2 000 euros par mois avec j'ai pris un taux moyen d'hier, hein, donc ce n'est pas les taux réels, mais ça donne juste un ordre d'idée. Un taux qui serait à 20%. Et j'ai fait tous les calculs et simulations sur les sites de notaires. Et là, on peut voir, donc en prenant, alors j'ai quand même estimé un prix de vente qui augmente avec les années, ce qui est quand même la logique aussi par rapport à la vente. Donc j'ai fait 3 estimations de vente sur 10 ans, sur 20 ans et sur 30 ans. Ici, en ayant une valeur d'acquisition de 500 000, j'ai fait la ligne avec le total des amortissements, de ce qu'on aura déduit pendant ces 10 années. Donc, on a 189, 256 et 288 qui vont être déduits au fil des années, parce que l'augmentation des amortissements, chaque année, il y aura une augmentation de ces amortissements. La valeur nette, donc ça, c'est la valeur d'achat moins les amortissements. C'est ça qui va être pris comme base pour le calcul de la plus-value. Donc là, j'ai après le calcul, donc les 310, 240 et 220. Une fois qu'on a posé les chiffres, qu'est-ce que ça donne au niveau des calculs d'impôts? Alors, il y a 2 impôts à avoir en tête pour qu'on comprenne un peu l'analyse, c'est l'impôt sur la plus-value et l'impôt sur le revenu, parce que les deux sont quand même les plus impactants. Donc, l'impôt sur la plus-value, on peut constater qu'il y a une grosse plus-value au bout de 10 ans. Donc, on voit, on a quand même 52 000 euros en LMNP avec cette nouvelle règle. Quand je fais le comparatif avec le vide, on n'a pas de plus-value. Puisqu'on n'a pas Là, en fait, on paye de la plus-value sur l'amortissement, en fait, hein. C'est ça le fait c'est pour ça qu'on a un gros montant d'imposition. À 20 ans déjà, ça s'équilibre un peu plus. On a une petite plus-value en vide parce qu'évidemment le prix de vente aussi a un peu augmenté en face, hein. Et la location meublée, on baisse quand même le montant parce qu'on a aussi les exonérations qui viennent s'appliquer comme pour comme pour tous les calculs de plus-value des particuliers. Et au bout de 30 ans, puisqu'on a l'exonération totale, ça s'applique aussi bien pour le vide que pour le meublé, on n'a aucune plus-value. En parallèle de ça, on peut voir aussi pour les calculs d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez payer pendant la vie aussi de votre location meublée. Et là, en fonction du vide ou du LMNP, on a en effet pas d'impôt les 10 premières années, puisqu'on a le plus fort montant d'amortissement sur les premières années. Par contre, en vide, c'est 55 000 euros d'impôt, je précise quand même, hein. Donc ça veut dire que vous aurez ce montant-là à reverser à l'État par rapport à votre location sur une base de 2 000 euros par mois. Et sur une base d'impôt de 20%, hein. Donc c'est plutôt une tranche moyenne, mais pas forcément la plus haute, hein. Au niveau des calculs d'impôt sur le revenu, les 10 années suivantes, on est à 16 000 euros d'impôt. Là, je parle que pour la location meublée non professionnelle. Attention, hein, on n'est pas dans le cadre du LMP. Le LMP, c'est des plus-values des professionnels et pas des plus-values des particuliers. Donc, ça ne concerne pas les locations meublées professionnelles. L'impôt sur le revenu, on revient sur à 20 ans, on a toujours le même montant d'impôt pour les vides. Par contre, sur le meublé, on augmente un petit peu l'impôt parce qu'on diminue en parallèlement l'amortissement, puisque l'amortissement diminue au fur et à mesure des années. Donc, et à la fin, dans les 30 dernières années, on a 45 000 euros d'impôt par rapport à 55 000 d'impôt pour le vide. Donc, sur les 3 années, si on fait le cumul, on est à presque plus de 150 000 euros d'impôt pour le vide versus 50-60 000 pour le meublé. Donc ça, ces règles-là, de toute façon, restent fixes. Et là, on voit aussi pour l'impôt sur les plus-values que globalement, plus on attend et mieux c'est. Voilà. On continue. Donc, conclusion, est-ce que c'est une réelle menace aujourd'hui sur la location meublée, les différents changements que nous apporte la loi de finances? Donc, il faut avoir en tête que finalement, moi, ce que je constate aussi dans mon portefeuille, hein, j'en ai quand même un certain nombre, les ventes se font très rarement les premières années d'acquisition. C'est-à-dire que quand on achète un local pour faire de la location meublée, on ne sait pas pour le revendre 5 ans après.
ou dans des cas très, très spécifiques, mais honnêtement, je n'ai quand même pas eu souvent le cas. Donc la plupart du temps, c'est quand même une vision long terme. D'ailleurs, en immobilier, c'est quand même la règle, hein, il vaut mieux avoir une vision long terme. Et c'est souvent ou des placements patrimoniaux ou enfin, pour la retraite. Donc en fait, globalement, c'est des gens qui achètent des biens la plupart du temps pour les garder de manière assez longue. Donc concrètement, les 10 premières années, là où on voit qu'on avait le montant de plus-value le plus important, bah, finalement, la question ne se pose pas trop, puisque finalement, on ne le revend pas. Il faut savoir aussi que la succession ou la donation purge la plus-value. Ça veut dire que concrètement, cet aspect de taxation ne rentrera pas en compte si vous envisagez la succession ou la donation de vos biens. Donc déjà, ça veut dire que ce problème-là ne se posera même pas dans ce cadre-là. Et si jamais vous envisagez quand même, parce que vous avez besoin de liquidité pour une raison XY, de revendre un bien à plus court terme, donc là avec un fort taux d'imposition sur la partie court terme, on a d'autres solutions éventuellement à envisager qui seraient aussi, qui permettraient d'éviter cette plus-value. Je ne vais pas évoquer parce qu'il y en a quand même il y a plusieurs en fonction des besoins, etc. Et dernière chose, il faut savoir que là, tout récemment, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale vient de rejeter cet article. Donc, concrètement, d'ailleurs, a priori, même encore aujourd'hui, j'ai lu que a priori tout le budget était rejeté, hein. Donc, concrètement, tout est remis à plat. Comment ça se passe dans le process? Puisque l'Assemblée nationale ne s'est pas mis d'accord sur le budget, ça va passer au Sénat. Et ensuite, ça va passer dans les mains du gouvernement qui, éventuellement, avec 49.3, peut de toute façon imposer ce qu'il veut. Donc aujourd'hui encore, on est dans une très forte incertitude là-dessus. Concrètement, là, on vous donne en tout cas l'information de ce que ça aura comme impact si ça passait, mais on n'est pas encore du tout sûr que ça va passer, concrètement. C'est ça que ça veut dire. Et visiblement, il y a des chances que ça passe pas d'ailleurs, parce que les arguments qui ont été avancés pour appliquer cette loi, cet article, sont justement remis en question aujourd'hui parce que une des raisons qui était avancée, c'était que cette location meublée, la partie de location meublée, sortait du patrimoine locatif, de la gestion locative, une partie des biens. Mais c'est toujours pareil, on parle de location saisonnière, parce que les locations longue durée, elles ne sortent absolument pas des biens du parc locatif. Donc, et c'est ça qui a été remis en question et c'est pour ça que ça a été rejeté. Donc, et ça, c'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai demain. Donc, en fait, c'est toujours cet aspect de dissociation de la location saisonnière et la location longue durée qu'il faut avoir en tête. Et l'essentiel aujourd'hui du parc locatif en meublé, il est en longue durée, il n'est pas en courte durée. Donc, c'est pour ça que cet article-là a été rejeté aujourd'hui et qu'il sera sans doute aussi demain. Voilà, donc pour moi, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de risque et on a encore un avantage fiscal, à mon avis, pour quelques temps. Pour combien ça, personne ne peut le dire encore aujourd'hui, parce qu'en effet, il y a des attaques encore assez récentes, mais ça reste quand même une des meilleures solutions d'un point de vue fiscal sur la partie gestion immobilière au niveau de votre patrimoine. Voilà, j'ai fini pour ma Super. part. Merci, Clarisse. Ce que je propose, c'est qu'on va peut-être revenir sur un certain nombre de questions avant de conclure et puis de vous laisser vous donner, nous donner votre avis. Il y a eu plusieurs questions, Clarisse, sur un peu du yo-yo. Est-ce qu'on peut passer facilement de la location vide à la location meublée? Alors, sur le principe, oui. Il n'y a pas d'interdiction. Bon, il y a deux, trois petites règles à connaître sur le report des déficits, etc. Donc, on ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition. Mais, et puis, il faut que ce soit aussi justifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire avec un passage de locataire, avec le même locataire, je passe du vide au meublé, c'est quand même un peu difficile à justifier. Mais sur le principe, d'un point de vue fiscal, il n'y a rien qui interdit de passer de l'un à l'autre. Donc, il n'y a rien qui, par exemple, je peux dire, pendant 15 ans, j'ai loué meublé, j'ai bien bénéficié de mes amortissements, et puis, pour X ou Y raison, après, j'arrête la location, ça devient ma nouvelle résidence secondaire, et je revends plus tard. Il n'y a pas de Exactement. difficulté par rapport à ça. Et on est d'accord que, du coup, la difficulté, elle est quand je suis loueur meublé professionnel. Je ne peux pas sortir facilement d'un régime loueur meublé professionnel. Alors, en fait, là, on parle de la problématique du retrait d'actifs. Donc, le retrait d'actifs, il est taxable en LMP, il n'est pas taxable en LMNP. Donc, ça veut dire que quand on sort un bien de son activité de location, au moment de la sortie, on est taxé quand on est en location meublée professionnelle, ce qui n'est pas le cas en location meublée non professionnelle.
Donc, c'est vraiment une différence importante. Ouais. Est-ce que quand par rapport à ton exemple là, de se dire finalement mon bien il prend de la valeur, est-ce que je peux réévaluer facilement mon bien dans mon bilan comptable? Alors ça, non, ça se fait pas l'évaluation ou de l'écart vraiment très, très, très spécifique, mais non, c'est pas la règle. Une fois qu'on a une valeur, c'est la valeur historique qui doit être utilisée. Ou alors, il faut sortir le bien et le re-rentrer quelques années plus tard avec une valeur réestimée. Mais sinon, ça se fait pas dans la vie dans la vie normale, on va dire, d'un location de biens professionnel, ça se fait. Ok, bon. Julien, est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'ai pas vues? Oui, on a quelqu'un qui demande, est-il plus intéressant d'être en LMP ou LMNP quand on est TNS, donc travailleur non salarié? Alors, disons que c'est pas un choix en fait. En général, c'est de fait en fonction de ses revenus. Donc, c'est-à-dire que, ou alors on peut en effet moduler ses revenus pour choisir, parce que voilà, on peut en effet réduire ses revenus TNS et donc avoir le statut LMP. Alors, le statut LMP a beaucoup d'avantages quand même. Il a justement une possibilité d'exonération de ses plus-values au bout de 5 ans, etc. Enfin, il y a quand même des gros intérêts, mais c'est pareil, il faut quand même regarder au cas par cas. Il n'y a pas de règle absolue. Parce que la LMLP reste quand même très intéressant aussi, hein. Donc, euh, quand on est déjà soumis aux cotisations sociales, c'est sûr qu'on a moins la contrainte d'être soumis aux cotisations en tant qu'LMP. Donc, c'est vrai que ça permet de peut-être d'éviter ce sujet-là. Mais il y a d'autres quand même sujets. Si jamais on veut revendre éventuellement avant les 5 ans, on est quand même beaucoup plus taxé en LMP. Donc voilà, il y a quand même, voilà, il faut vraiment, il n'y a pas de règle absolue, il faut vraiment voir au cas par cas, je pense. Ouais. Je pense que ça, c'est une bonne question pour conclure et après on finira. Mais sur le côté, qu'est-ce qu'on peut vous apporter et l'accompagnement, là, on a vraiment fait un focus règles fiscales, d'accord? Parce que c'est ça qui nous occupe avec le projet de loi de finances. Euh, mais finalement, choisir demain de faire de la location meublée, courte durée, longue durée, est-ce qu'on veut être loueur meublé professionnel, non professionnel? Bah, tout ça, ça doit s'intégrer dans une stratégie patrimoniale plus long terme et pas uniquement fiscale. Là, je trouve que Clarisse, ça nous a bien rassuré sur est-ce que la location meublée a de l'avenir. Et donc, je suis ravie de savoir que oui. Néanmoins, on sait qu'il va y avoir encore un peu de chamboulement, d'accord? Aujourd'hui, on a interprété, voyez, ce texte avec l'amortissement d'une certaine manière, mais on est consciente avec Clarisse que bah, finalement, il pourrait par exemple décider de calquer le régime des plus-values sur celui des loueurs meublés professionnels. Et donc, ça serait un petit peu différent de ce qu'on vous a présenté ce matin. Donc, euh, le gouvernement sait être créatif et nous aussi. Donc c'est pour ça qu'on est assez à l'aise par rapport à ça. Donc tout ça pour dire que n'ayez pas un focus fiscal par rapport à la gestion de votre patrimoine, mais vraiment une stratégie globale qui va correspondre par rapport à vos objectifs. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on peut être deux bonnes interlocutrices pour vous. Donc culture patrimoine sur la partie voilà stratégie globale, et puis après on travaille, comme vous l'avez compris, main dans la main avec Clarisse. Donc, ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur notre accompagnement ou celui de Clarisse, eh ben, vous pouvez tout simplement ici scanner ce QR code. Ça va vous permettre de donner votre avis sur la teneur du webinaire de ce matin et demander à être contacté. Merci Aurélie, je vais également mettre le lien dans le chat, donc vous pourrez y accéder directement. Donc, comme je vous l'ai dit, ça prend 1 à 2 minutes à remplir et vous pouvez indiquer dedans si vous souhaitez renseigner vos coordonnées, si vous souhaitez être contacté à la suite du webinaire et également si vous pouvez cocher la case si vous souhaitez recevoir le support de la présentation. Voilà. On vous laisse 2 minutes pour compléter, s'il vous plaît, c'est important pour nous. Et puis après, on prendra le temps qui reste pour répondre aux dernières questions auxquelles on n'a pas répondu.
Oui. On laisse le QR code encore quelques petits instants et puis ensuite nous allons pouvoir passer au créneau de questions-réponses. Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de remplir le formulaire. Comme je l'ai dit, il est très important pour nous puisqu'il nous permet de récolter vos commentaires et de nous améliorer de webinaire en webinaire. Vas-y, je pense qu'on peut passer aux questions. Ouais. Ouais. Euh, donc, je crois qu'il y a eu plusieurs questions sur les règles d'amortissement, Clarisse. Si on fait de la location courte durée, quelles sont les règles d'un point de vue amortissement pour prendre en compte à la fois les charges et à la fois les amortissements? Est-ce qu'on peut se dire que si j'ai loué 6 mois de l'année, je peux tout déduire? Ah oui, alors, quand on est en location saisonnière qu'une partie de l'année, euh, imaginons qu'on a un bien, typiquement à Paris, normalement c'est sa résidence principale qu'on loue et qu'on peut louer allez, 2 mois dans l'année. Si vous le louez 2 mois dans l'année, votre amortissement correspondra que à ces 2 mois effectifs. Donc on ne peut pas déduire 12 mois d'amortissement alors qu'on ne loue que 2 mois. Est-ce qu'il y a des manières un peu d'étendre ça ou pas? Alors, ça dépend du cas. Par exemple, quand on est à Paris, on a une règle stricte qui impose de toute façon qu'on ne peut pas louer toute l'année. Donc, de toute façon, on ne pourra jamais louer toute l'année. Par contre, on est dans une résidence secondaire, donc ça c'est un cas assez classique, une résidence secondaire qu'on utilise quand même qu'on utilise très peu et que du coup on veut mettre en location de durée. Si on a un bail ou un mandat avec une agence qui explicite vraiment qu'on loue du 1er janvier au 31 décembre et qu'il est mis à disposition toute l'année euh, pour la location saisonnière ou pour la location en général, dans ces cas-là, on peut louer toute l'année, on peut amortir toute l'année, même si on n'y va qu'une semaine parce qu'il n'est pas loué, en l'occurrence, sur cette semaine-là. Maintenant, c'est vrai, mais si jamais vous l'utilisez tout le mois d'août, pareil, l'administration fiscale ne sera pas d'accord en cas de contrôle, hein. Donc, il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment, il faut que le mandat soit bien écrit, donc il précise bien que c'est loué et louable toute l'année. Et si c'est bien écrit dans ce cadre-là et que vous n'utilisez pas tout le mois de juillet août, ça ne pose pas trop de problème. Ok. Tu parlais des contrôles, tu vois beaucoup de contrôles à ce niveau-là? Non, c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de contrôle. J'avoue, c'est pas un sujet qui est forcément. Mais c'est toujours pareil. En fait, il y a des modes hein, pour les contrôles. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a certaines modes. Là, ils viennent voir certains sujets, en particulier sur les dossiers. Rien ne dit que dans 2, 3 ans, ils vont pas aller s'attaquer à cette partie-là en disant je vais aller vérifier tous ceux qui font de la location saisonnière parce que commence aussi un peu les sujets à la mode. Donc, on n'est pas à l'abri quand même. Donc, de toute façon, il faut quand même que nous, notre rôle, c'est aussi de vous sécuriser. On est aussi là pour ça et faire les choses correctement pour pas que derrière, dans 3 ans, si vous avez un contrôle, vous ayez des soucis. Donc, c'est quand même des sujets relativement sensibles, l'immobilier et ces aspects de fiscalité sur la location saisonnière. Donc, je ne serais pas trop tenté de prendre des gros risques là-dessus. Ok, très clair. Merci beaucoup. Et tu confirmes, je passe un peu du coq à l'âne, tu confirmes que les normes énergétiques, ça concerne tous les biens, y compris quand je vais être en location courte durée touristique. Alors, normalement, oui, hein. Enfin, après, je sais que la location saisonnière, il y a moins de sujets parce que vous ne donnez pas le DPE à votre locataire, etc. Mais en théorie, c'est interdit Mais à en votre. théorie, Ouais. ok, on avait une question sur les augmentations des taxes foncières. Je pense que ça, aujourd'hui,
C'est un peu hors de notre scope. Est-ce qu'on a plus d'informations que ça sur l'augmentation des taxes foncières ou est-ce qu'il y aurait un lien avec l'allocation meublée? J'ai rien vu passer Non, dans les ça va différents pas. projets. Donc, ça, c'est vraiment ça relève, j'allais dire, du pouvoir de la collectivité et de la mairie. Et donc, aujourd'hui, c'est hors de notre scope. Allez, on va faire une dernière question, qui est la dernière question qui est sur le chat. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus, Clarisse, quand on est en location courte durée et qu'on a ce seuil de 23 000 euros, ce que ça voulait dire les cotisations sociales? Alors en fait, ça veut dire que quand on dépasse ce seuil, et souvent, alors j'ai le cas quand même assez souvent pour le coup, hein. En fait, maintenant tous les gros serveurs Airbnb, Booking, etc. ont dans l'obligation de transmettre leurs fichiers clients. Donc ils savent qui dépasse les 23 000 euros de revenus par an. Et dans ces cas-là, c'est l'URSSAF des indépendants qui vous contacte et qui vous dit, attention, vous avez dépassé les 23 000, vous êtes assujetti aux cotisations sociales. Alors, quand on parle d'assujettissement aux cotisations sociales, c'est-à-dire que vous avez un plancher à payer d'environ 1 200 euros par an si vous êtes proche de zéro. Plus vous augmentez de revenus, imaginons que vous avez 10 000 euros de revenus de résultats d'activité, bah, vous serez soumis à une cotisation sur ces 10 000 euros. Ça ne monte pas à des montants astronomiques, hein, mais en tout cas, vous avez le plancher qui s'applique de toute façon, qui est minimum 1 200 euros, 1 300. Voilà. Et donc, on est d'accord que quand on dit 23 000 euros, c'est le chiffre d'affaires encaissé, c'est le loyer brut hors charge. Voilà. Et après, quand tu dis le résultat était 10 000 euros, c'est le résultat réellement réalisé une fois qu'on a déduit les charges. Tout à fait. Voilà. Hein. Donc, on parle de deux montants différents. Ouais, exactement. Ouais. On parle du Et chiffre c'est d'affaires. Il faut faire attention parce que Airbnb, c'est un piège. Parce que c'est pas parce que vous recevez 20 000 euros sur votre compte dans l'année que vous n'avez pas 23 000 parce qu'il faut retraiter les frais que prend Airbnb. Donc, globalement, moi, j'ai un client qui s'est fait avoir parce qu'il avait eu 21 22 000 sur son compte, versé sur son compte. Mais en fait, ça représente 23 ou 24 000 euros de revenus moins les frais prélevés, en fait. Donc, il faut faire donc le attention. 23. C'est ça qui peut être un peu piégeux au niveau des 23 000. Alors, et allez, une dernière. Est-ce que tu peux nous dresser les grandes lignes? Je sais que c'est très complexe, mais une grande ligne sur comment ça se calcule les amortissements, parce qu'on a eu plusieurs questions par rapport à ça. Alors, les amortissements, il y a une règle qui date de 2005 hein, qui prévoit que les amortissements sont par composants. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bien, un appartement, n'importe quel bien, est décomposé en plusieurs éléments avec des durées de vie différentes et on va amortir sur ces durées de vie. Alors, typiquement, un bien qui vaut 100, on va considérer déjà une part de terrain. Donc, même si c'est un appartement, il y a quand même une estimation d'une part terrain. Parce que globalement, vous achetez à Paris un appartement à 10 000 euros du mètre carré, ce n'est pas 10 000 euros de coût de construction. En général, on est plus proche des 3 4 000 euros. Tout le reste, c'est la valeur de l'emplacement. Globalement, il y a donc une partie terrain qui n'est pas amortissable. Ensuite, sur le reste, sur la partie construction, il y a des composants. Un des éléments, c'est le gros œuvre, donc toute la structure elle-même. Ensuite, on a les agencements, etc. Donc, en fait, chaque élément, les agencements, par exemple, c'est que 10 ans parce qu'on sait qu'on va refaire des travaux régulièrement pour la peinture, pour le toit, etc. Donc, ça, les agencements, c'est sur une durée plus courte. Et au fur et à mesure, on augmente les durées en fonction des composants. Donc, ça va de 10 à 50 ans. Ok. Moi, j'ai un petit problème avec le chat, donc je vais répondre comme ça parce que j'ai peur de couper le truc. Sur tous les sujets de passage de LMP à LMNP, il n'y a pas, on disait tout à l'heure, quand vous êtes à la retraite, vous passez directement LMP. Il n'y a pas d'obligation dans le sens où chaque situation peut être différente. C'est juste un poids entre ce que vous avez comme revenu de vos locations meublées et ce que vous avez comme autre revenu. Et la retraite ne compte pas comme autre revenu. Donc, si vous avez développé fortement votre patrimoine, ben, finalement, vous pouvez vous retrouver. Et contrairement à il y a quelques années, aujourd'hui, ce passage, il est automatique. Avant, il y avait une condition complémentaire qui était de s'inscrire au RCS, qui a été supprimée en 2017 ou 2018, là, un truc comme ça. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas le choix. D'accord. Les dividendes, donc la retraite, ça ne compte pas. Les dividendes, ça ne compte pas non plus en revenu d'activité. Ni les revenus fonciers, tout ce qui est revenu locatif autre que le meublé.
on posait la question de l'aide au retour à l'emploi. Est-ce que ça, c'est considéré comme un revenu d'activité? Je pense que oui. Oui, parce qu'elle est imposée dans cette catégorie-là de revenus. Donc, je pense que oui, par rapport à cette question-là. Et la dernière question, c'était Raphaël dans le chat qui disait quid du seuil des cotisations sociales dans mon enveloppe LMP, j'ai un saisonnier de longue durée. Ben, en fait, on cumule. Je veux dire, on prend tous les revenus de la même catégorie, qui est de la catégorie location meublée. Et donc, du coup, ben, ça vous fait un total et c'est ce total-là qu'on va regarder. Voilà, j'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Voilà, on se tient à votre disposition avec le feedback form et on espère que ça aura répondu euh, aux questions auxquelles on pouvait répondre dans ce contexte incertain dans lequel nous sommes. Aurélie, concernant ma question, s'il y a du longue durée et du saisonnier, c'est pas le même seuil. Oui. Comme c'est pas le même seuil, lequel j'applique sur l'ensemble des revenus. Je prends chaque bien et j'y applique le seuil séparément ou je cumule tout Ah, vous voulez au dire rata si des on deux est seuils? vous voulez faire du micro et vous avez deux seuils différents parce que vous avez deux catégories différentes. Je crois qu'on les traite de manière différente. Clarisse, tu peux me confirmer ça, j'ai un doute. Si j'ai un bien, si je fais du micro, je veux faire du micro et j'ai un Airbnb et un longue durée. On fait du micro. En micro, on a. Et je peux Non, c'est avoir du deux réel, catégories. du réel. Alors, en fait, c'est l'ensemble du Ah revenu. oui, Ouais, ouais. Quand on fait du locatif saisonnier et qu'on fait du locatif longue durée, c'est l'ensemble des deux qui est pris en compte pour le seuil. Et le seuil social sera lequel? C'est les deux. L'ensemble des deux. c'est les deux en fait. C'est 23 000, c'est le même seuil du coup. Mm. Non, c'est le résultat des deux, ouais. C'est clair la réponse, Raphaël? On verra ça à titre personnel alors. À Ok, bientôt. ok, on y reviendra. Bon, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre présence et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.